Madame Justine Poyou Kassavou, lorsque je vous suis depuis le début de cette émission, vous avez tendance à ne pas affirmer le statut du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous semblez toujours dire celui qui semble incarner le rôle du chef de l'État. Et au début, vous avez même parlé d'un deal. Qu'est-ce qu'on peut assumer à ce niveau-là? C'est quoi concrètement? Parce que vous avez aussi été porte-parole de l'UDPS, ça veut dire que vous avez un certain nombre d'informations là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais vous savez, ce n'est pas moi qui crée le contexte actuel, ce n'est pas moi qui ai fabriqué le deal qui a permis à Joseph Kabila de concéder le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais moi je constate que la C'est passation pas, de alors là, pouvoir. vous êtes en train de confirmer, madame, pardonnez-moi de vous couper comme ça, vous êtes en train de nous confirmer que ce n'a pas été une élection démocratique, transparente, c'est ça? Mais non, mais tout le monde se rappelle quand même le refrain. En 2019, c'était que Fayoulou avait gagné les élections. Je pense que ça doit quand même vous dire quelque chose. Tout le monde avait concédé que M. Martin Fayoulou avait gagné les élections. Mais qu'est-ce qui a fait que M. Martin Fayoulou n'a pas pu exercer l'impérium? Mais c'est parce qu'il y a eu des arrangements entre Kigali et Kinshasa, entre Kagame et Kabila, entre Kabila et Tshisekedi. Alors vous n'allez pas me dire que c'était des élections classiques. Non, loin de là. Ce qui a justifié aussi que 5 ans après, nous ayons eu ce cafouillage absolument innommable d'élections qui se réalisaient au domicile privé des uns et des autres, où des machines à voter traînaient dans les rues. Donc, c'était vraiment apocalyptique il y a 3 ans. Et donc, moi, j'aimerais plutôt vous dire que oui, il n'y a pas eu vraiment d'élection. Parce que, vous savez, la souveraineté, en réalité, c'est sacré. On ne devrait pas jouer avec la nation. Mais lorsque finalement l'accession au pouvoir se fait par des moyens d'arrangement, mais il ne faut pas s'attendre qu'on ait une application stricte de la politique. Est-ce que vous êtes en train là de nous dire de manière claire ce qui justifierait évidemment la complaisance, j'allais dire, de l'actuel président de la République, la RDC, Félix Tshisekedi, sur les positions du Rwanda, c'est-à-dire il est beaucoup plus enclin à pencher vers les intérêts du Rwanda que de la RDC. C'est ça. Mais écoutez, de toute manière, en 2018, lorsqu'il a pris le pouvoir que Kabila lui présentait, eh bien, le premier invité à Kinshasa, c'était quand même Kagame. Et je vous ferai même observer que M. Kagame, au stade des Martyrs, est arrivé le jour où on était censé commémorer l'anniversaire de la mort du premier président de la République. Et c'est passé vraiment sous silence parce que Kagame était plus qu'un empereur. Et il fallait le respecter au-delà de toute mesure parce que c'était lui le Dieu à ce moment-là. Et donc, qui a fait venir Kagame? Ce n'est pas le peuple congolais, mais on a dit au peuple congolais qu'il fallait adouber Kagame, qu'il fallait l'acclamer, qu'il fallait l'apprécier, etc. Alors, cet investissement-là, cet engagement-là, mais c'est poursuivi les années d'après, mais évidemment aux dépens du peuple congolais qui pleure aujourd'hui, aux dépens du peuple congolais qui regrette aujourd'hui. Mais tout ce qu'il y a eu comme arrangement, comme négociation avec Kagame, tous ces balais diplomatiques qu'il y a eu entre Kigali, Kampala, Luanda, l'Afrique du Sud, etc., mais c'était toujours pour gagner du temps aussi, parce que l'autre volet de la question, c'est quoi? C'est que Kagame, qui avait les garanties que son opération d'occupation et d'invasion devait absolument réussir, eh bien, devait aussi compter avec le temps. Et en comptant avec le temps, il fallait pour ça que tous les nationalistes disparaissent, ou en tous les cas qu'ils soient rendus incompétents ou impotents. Et c'est tout ça aussi qui continue en sourdine. Donc il faut, je suis désolée de le dire, mais nous vivons un génocide silencieux. Les intellectuels meurent tout doucement. Ils n'ont même pas le temps d'exercer leurs compétences. On ne les appelle pas. Mais face à la compétence, on oppose l'incompétence. Face à l'intelligence, on oppose la médiocrité. Vous voyez? Donc, le taux de médiocrité est hautement élevé, tandis que le taux de souveraineté et de nationalisme est vraiment péniblement bas, pour ne pas dire nul.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur R7 en compagnie de Justine Mpoyo Kassavubu, fille de Joseph Kassavubu, premier président de la République démocratique du Congo, diplômée en sciences sociales de l'Université catholique de Louvain, ancienne ministre de la fonction publique sous Laurent Désiré Kabila, ancienne candidate à l'élection présidentielle de juillet 2006. Vous êtes aussi ancienne porte-parole de l'UDPS en Belgique, ancienne haut fonctionnaire pour les réfugiés des Nations Unies à Genève, écrivaine prolifique. Bonjour Madame Justine Pouyo Kassavogo. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame, pour tenter de nous éclairer sur la crise née du projet de loi fixant les modalités du référendum. Le débat sur le changement de la Constitution République démocratique du Congo, la RDC, continue d'enflammer le public. On rappelle à nos téléspectateurs, l'Assemblée nationale de la RDC a adopté le 27 mai dernier le projet de loi fixant les modalités du référendum. Depuis, les tensions montent entre la majorité présidentielle qui défend une réorganisation nécessaire des institutions. L'opposition, de son côté, dénonce une manœuvre visant à maintenir l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, au pouvoir. Mais au-delà des discours des politiques, une question centrale se pose. Qu'en pense la jeunesse congolaise qui représente en réalité plus de la moitié de la population? J'espère que vous avez un contact permanent avec les jeunes, Madame Justine Pouillou. Que pense la jeunesse congolaise de cette crise? De cette Mais vous crise. savez, aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'attend plus que les hommes politiques leur donnent un mot d'ordre. J'ai l'impression quand même que l'évidence transparaît à travers toute la République. Notre jeunesse a bien compris les enjeux et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute quant à la volonté de cette jeunesse d'en finir avec le désordre actuel, mais aussi d'en finir avec la dictature, les injustices, les manquements graves, les dysfonctionnements continus de nos institutions. Et je crois que c'est une jeunesse exaspérée, une jeunesse abandonnée, une jeunesse qui cherche à revivre et à trouver des raisons d'une ambition nouvelle pour un avenir meilleur, oui. Donc notre jeunesse est totalement consciente des enjeux et je pense que c'est le message en fait que les hommes politiques doivent entendre au lieu de s'auto-gratuler et puis de rester dans l'entre-soi. Je crois qu'aujourd'hui, notre devoir en tant que responsable politique, c'est d'écouter cette jeunesse, mais surtout de répondre à ses aspirations. Merci, Madame. Alors, l'article 64, c'est juste un rappel pour nos téléspectateurs. L'article 64 de la Constitution congolaise habilite le citoyen à faire échec à tout individu ou groupe qui prend ou exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Que redoute finalement l'opposition congolaise? Mais vous savez, je crois que la question ne se pose pas ainsi. Que redoute l'opposition congolaise? Il faudrait plutôt se demander pourquoi est-ce que le pouvoir en place s'entête à une fuite en avant et à refuser toutes les demandes pacifiques de l'opinion nationale congolaise. Lorsqu'on a parlé de dialogue, le pouvoir en place a refusé. Et lorsque on a dénoncé des accords absolument illicites, le pouvoir a voulu se justifier. Et nous constatons aujourd'hui que le pouvoir actuel brille en promouvant chaque fois les incompétences et en laissant de côté toutes les compétences utiles pour le progrès social dans notre pays. Et donc, ce n'est pas l'opposition qui a peur, ce n'est pas l'opposition à qui il faut, je dirais, contre laquelle il faut multiplier les questions. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est le pouvoir en place. Le vrai problème aussi, c'est l'injustice qui règne dans le pays. Et le vrai problème, c'est surtout la trahison qui prévaut dans notre pays, dans tous les secteurs, et notamment à partir du sommet de l'État. Oui, parce que il est vraiment exclu de changer la Constitution ou de la réviser. Voilà pourquoi je vous posais la question, qu'est-ce que vous redoutez? Si tout peut se faire dans voici le respect, comme qui dirait, des règles et des normes. Une constitution, dans tous les cas, elle peut être changée, elle peut être révisée, mais là, je veux comprendre qu'est-ce que vous redoutez.
Mais écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord se rappeler que le pouvoir actuel doit son existence d'abord à cette constitution. Et aujourd'hui, marquer une volonté pour vouloir changer celle-ci, à mon avis, c'est vraiment une diversion que nous ne pouvons pas accepter. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, en fait, nous avons eu beaucoup de tolérance par rapport au pouvoir actuel parce que en fait, c'est un pouvoir issu d'un deal entre le prédécesseur de Félix Antoine Chilombo Tshisekedi et Joseph Kabila. Alors, on n'a jamais eu exactement les détails de ce deal. On n'a jamais compris pourquoi est-ce que Kabila pouvait présenter un dauphin. On n'a jamais vraiment exactement compris pourquoi est-ce que les choses se sont passées ainsi. Parce que si vous vous rappelez bien, il y a eu une réunion de l'opposition. Certains leaders de l'opposition s'étaient réunis à Genève, mais qu'est-ce qu'on a constaté? Tous les signataires étaient d'accord pour sortir un candidat, mais à la dernière minute, c'est M. Félix Tshisekedi qui s'est désisté et qui a renié sa signature. Et donc, depuis plusieurs années, nous sommes dans une accumulation de reniements, nous sommes dans une accumulation justement de mensonges aussi, et nous sommes dans une suite d'événements qui ne se justifient pas. Alors, vouloir aujourd'hui changer la Constitution, alors que vous profitez de cette même Constitution, j'estime que là, il y a vraiment une injustice qui ne s'explique pas. Et donc, je crois que la priorité, ce n'est pas de changer la Constitution. La priorité, c'est qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Est-ce que nous parlons du même Congo? Est-ce que certains n'ont pas jugé utile de vendre le Congo? Parce que aujourd'hui, plus rien ne justifie quoi que ce soit. Et là, vous faites déjà bien d'en parler, vous posez déjà la question, qui est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, Le Congo à vendre. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut d'abord s'arrêter à ce niveau pour chercher à comprendre, lorsque vous dites le Congo à vendre, quels sont les éléments qui, évidemment, concourent à cette idée? Qu'est-ce qui vous fait penser que finalement le Congo, je ne sais pas s'il faut dire, est en train d'être vendu ou a été vendu, quels sont les éléments qui vous permettent de faire cette appréciation? Mais écoutez, il suffit de voir tous les accords qui sont signés à tort et à travers depuis quelques années. Il suffit aussi de voir sur quelle base on signe ces accords. Et puis, notre Parlement ne fait que figurer, mais ne remplit pas son rôle. Le Parlement n'intervient pas dans tous les arrangements commerciaux. Le Parlement ne joue pas du tout son rôle. Alors, tous les indices montrent très bien que le pays est livré vraiment à la prédation extérieure. Alors, la première de ces prédations, c'est d'abord l'agression dont nous sommes victimes depuis la fin du régime du maréchal Mobutu et je dirais même depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Le pays est en proie à une invasion, à une occupation. On ne parle même plus tellement d'occupation aujourd'hui, mais on parle plus de balkanisation. Or, le pays est toujours occupé. Et le pays est occupé par des éléments extérieurs. On a parlé de cette agression rwandaise, mais il y a aussi l'Ouganda qui nous a agressés. Il y a aussi, dans une autre mesure peut-être moindre, le Burundi. Mais disons que l'axe de cette invasion, de cette agression, c'est l'axe qui part du nord, du sud de l'Éthiopie. Vous prenez le Kenya, toutes les composantes, je dirais, communautaires, Tutsi, Hutu, eh bien, se sont réunies pour que cette agression prenne corps dans notre pays. Mais je vous dirais que le plus grave pour nous, c'est quoi? C'est de constater que ce n'est pas simplement une agression militaire, ce n'est pas simplement une agression sur la prédation, mais c'est une agression sur le dépeuplement de notre République pour le repeuplement avec des éléments nouveaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un génocide perpétré contre le peuple congolais. Alors là, je vous ferai aussi remarquer que pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda se sont appuyés sur cette méthode de nous agresser? Mais tout simplement parce que la géopolitique, il y a une vingtaine d'années, dictait un soutien inconditionnel au régime de Kigali. Et le régime de Kigali, à son tour, avait vendu une certaine marchandise qui était le génocide pour faire croire que le monde entier avait mal agi et que donc il fallait justifier la réparation pour le Rwanda par l'agression contre le Congo
sous prétexte que le Congo avait pris des territoires au Rwanda, alors que c'était l'inverse. C'est le Congo qui devait au contraire revendiquer sa territorialité jusqu'à l'est de notre pays. Alors, vous aurez compris quand même que c'est le Congo qui est menacé, c'est le Congo qui a risqué, je dirais même sa survie. Pourquoi? Parce que le régime actuel répond justement aux attentes de prédation du Rwanda. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais je dis ça tout simplement parce que si on regarde bien l'affiliation historique que M. Kagame et les siens ont voulu instruire, mais c'était une filiation qui devait à terme permettre justement que cette agression, cette occupation prenne corps. Comment est-ce qu'ils se sont pris à ça? Mais d'abord par des massacres à large échelle, tolérés d'ailleurs par une certaine communauté internationale. Il fallait d'abord massacrer les femmes, il fallait massacrer les enfants, il fallait massacrer les vieillards à partir de l'Est de la République pour vider la République démocratique du Congo de ses communautés locales, de manière à ce que ce terrain libre puisse permettre maintenant à ce qu'on repeuple le Congo avec des entités venues d'ailleurs. Et donc, la réalité, c'était quoi? C'était d'inverser la courbe démographique de la congolité, et là, ce n'est pas péjoratif en mon chef, c'est-à-dire que plus vous tuez les femmes, eh bien, moins vous avez la fécondité des femmes congolaises. Et moins vous avez la fécondité des femmes congolaises, eh bien, plus vous avez la possibilité que, évidemment, notre fécondité soit totalement nulle. Et donc, avec une fécondité nulle ou réduite, eh bien, vous avez de l'espace pour tout ce qui vient d'ailleurs. Et c'est un peu cette politique qui a été appliquée, ce qui a justifié d'ailleurs le combat du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, qui n'a cessé de confronter les statistiques auxquelles il devait faire face par rapport justement à cette réalité de notre communauté nationale à partir de l'Est du pays. Et donc, notre pays est menacé d'implosion, mais nous avons été aussi victimes d'une politique à plusieurs échelons. Parce qu'évidemment, cette assistance géopolitique internationale dont M. Kagame a bénéficié, eh bien, ne nous a pas permis, nous, de maîtriser l'outil politique de notre nation, ni l'outil diplomatique d'ailleurs. Alors, vous aurez constaté que les manquements au niveau de la République démocratique du Congo ont été dictés justement par l'inconditionnalité du soutien dont M. Kagame avait pu bénéficier. Alors, si on ne comprend pas les méandres de cette géopolitique qui a été appliquée en Afrique centrale et notamment en RDC, c'est très très difficile d'apporter des appréciations. Alors, notre pays vendu, oui, il devait être vendu pour servir à cette cause-là. Mais la résistance du peuple congolais, vous parliez tout à l'heure de notre jeunesse, qu'est-ce qu'elle pense? Eh bien, c'est la vitalité de cette jeunesse qui, malgré la souffrance, malgré les manquements, malgré le déni même de son existence, eh bien, a manifesté quand même une soif terrible pour se redresser. Et je crois que c'est cette résistance qui a modifié petit à petit les paramètres de la géopolitique qui a voulu que notre pays soit vendu. Et donc, le pays a risqué d'être vendu, mais par morceaux, il l'a été par des accords absolument illicites. Mais je vous dis que la raison nationale a quand même maintenu le dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous battre beaucoup plus pour que ce pays puisse recouvrer totalement son intégrité à la fois morale, sociologique, anthropologique, politique, diplomatique, etc. Alors tout à l'heure, en vous écoutant, vous avez présenté la situation, et tout le monde le sait d'ailleurs, que c'est la RDC qui est agressée par le Rwanda. Il y a eu d'ailleurs des résolutions de l'ONU qui condamnaient le Rwanda pour son agression contre la RDC. Mais une curiosité, je ne sais pas ce que vous en pensez. Lorsqu'on lit l'accord de Washington, l'accord tripartite de Washington, et donc, d'ailleurs, un des délais pour le retrait des troupes du M23 vient de s'expirer, là, le 15 juillet. Et malheureusement, les troupes sont toujours à l'est de la RDC et les combats se sont intensifiés. Ça aussi, on va chercher à comprendre le pourquoi. Et donc, lorsqu'on lit cet accord, le point 7, quand j'ai lu l'accord, après, je peux me tromper, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, on a l'impression que finalement, dans cet accord, c'est la RDC qui est présentée comme agresseur du Rwanda et le Rwanda serait la victime.
Simplement parce que je vais me permettre de faire une petite lecture pour nos téléspectateurs. Lorsque vous arrivez au point 7, on vous parle de la mission. Les gens peuvent aller jeter un coup d'œil sur. De toute façon, l'accord est en ligne, hein, vous pouvez trouver ça sur Google. Pour la RDC, voici ce qui était demandé, ce que la RDC s'est engagée à faire. Neutraliser les FDLR, favoriser le rapatriement des membres FDLR au Rwanda, garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, c'est à la RDC de neutraliser les FDLR, favoriser le rapatriement des membres FDLR au Rwanda, garantir les conditions de paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Et lorsqu'on lit les engagements du Rwanda, c'est là que ça devient intéressant. Pour le Rwanda, il s'est engagé à désengager les forces, lever les mesures de défense, j'insiste là, lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda, assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés au Rwanda. Je ne sais pas si cette lecture, si je l'ai bien comprise, mais je pense que c'est ce qui est dit. Et ici, on a l'impression, je mets encore l'impression, que c'est la RDC. En fait, les rôles ont été inversés. La RDC devient l'agresseur et le Rwanda victime. C'est ce qui ressort dans cet accord. Est-ce que vous avez eu la même impression? Est-ce que le peuple congolais était engagé dans cet accord? Mais moi, je vous ferai observer que là, nous avons toute une série de mensonges dans cet accord. La RDC qui devient, je dirais, bourreau alors, et que le Rwanda est victime. Mais non, nous sommes là devant vraiment un package de mensonges absolument considérable. Moi, je crois que vous aurez remarqué aussi que ce sont des accords qui n'engagent pas le peuple congolais. Laissez-moi vous le dire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que notre Parlement, pour autant qu'on ait un Parlement, ne s'est pas prononcé par rapport à ces accords. Il n'y a pas eu de débat au niveau national. Et donc, ici, nous avons beaucoup plus l'impression que celui qui a signé ces accords, ben, c'est-à-dire celui qui assure ou assume le rôle de chef de l'État, s'est comporté beaucoup plus comme s'il s'agissait d'une affaire personnelle, d'un arrangement pour que son pouvoir soit maintenu parce qu'on s'imagine que l'oncle Sam est celui qui peut venir sauver le pouvoir de Kinshasa. Mais il ne s'agit pas de ça. Parce que si on ne sait pas d'où l'on vient, c'est-à-dire que les tout premiers les arrangements qu'il y avait eu lorsque Kagame est arrivé au pouvoir en tant que président du Rwanda, mais c'était quand même la politique de M. Bill Clinton. Et M. Bill Clinton était un affairiste après avoir quitté la Maison-Blanche. Et donc ces accords-là ont avalisé le fait que le Rwanda voulait absolument prendre les matières premières chez nous. Mais au passage, évidemment, il y avait des intérêts aussi des Américains, mais à travers une sorte de désorganisation commerciale, une sorte de mafia, je dirais, entre guillemets, internationale. Et donc, on a toujours laissé faire cela. Alors aujourd'hui, dire que le Rwanda est victime, moi je crois que ça, c'est se moquer du peuple congolais. Le Rwanda n'est pas victime. Le Rwanda est simplement l'instrument qu'une certaine géopolitique a utilisé pour neutraliser le Congo. Et là, j'aimerais qu'on ouvre un peu une page d'histoire. Si vous vous rappelez bien, en 1960, le Congo n'était pas nécessairement dans les bonnes grâces pour accéder à l'indépendance. Je crois qu'il y avait une majorité dans la communauté internationale qui se disait, mais écoutez, ce pays si riche en matières premières, on ne peut pas laisser les Noirs diriger ce pays. Et donc, on a souvent entendu qu'il s'agissait d'une indépendance nominale, mais pas du tout une indépendance effective, parce que la communauté internationale utile devait tout faire pour récupérer cette indépendance de manière à garder la mainmise économique. Alors, ça veut dire aussi que cette politique a conditionné l'existence de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement la conséquence désordonnée, certes,
mais c'est la conséquence d'une ligne politique, d'une vision politique qui a toujours été dans l'idée que le Congo ne devait jamais être indépendant. Et donc, en fait, là où il y a consensus international ou géopolitique ou impérialiste, comme vous voulez, eh bien, c'est de maintenir ce pays dans l'incapacité de s'assumer de manière à ce que ces richesses absolument énormes, eh bien, puissent toujours être à la disposition de ceux qui ont les moyens d'exploiter cela et puis de s'enrichir. Alors, le Rwanda a servi de relais tout simplement, en compensation d'un génocide pour lequel il a suffisamment culpabilisé la communauté internationale, mais je dirais aussi, il a été assez malin pour manipuler une certaine communauté internationale. Parce que vous savez, cette intelligence géopolitique, elle est à géométrie variable. Et donc, au plus malin, évidemment, d'exploiter cela pour ses propres intérêts, mais en tout cas, le nôtre n'y est pas. Oui, mais lorsqu'on parle de certains accords, puisque là nous sommes sur l'accord de paix de Washington, bien entendu, vous avez semblé dire que le Parlement n'avait pas, voilà, statué sur le dossier. Je ne sais pas ce que les textes prévoient et que prévoit donc la Constitution congolaise en la matière. Et cela veut dire que le président Félix Tshisekedi est allé apposer sa signature sans consulter le Parlement. C'est ça. Mais c'est tout à fait ça, parce que ici, dans ce cas de figure, je dirais même depuis quelques années, il se comporte beaucoup plus en chef de clan, en chef de tribu, et pas du tout en chef de l'État, parce que finalement, la souveraineté nationale, qui l'incarne? C'est le chef de l'État. Mais le chef de l'État, quel est son rôle? Mais son rôle, c'est de garantir d'abord, il est le garant de l'intégrité territoriale, mais il est aussi le garant des aspirations du peuple congolais. Il ne peut pas prendre des décisions unilatérales, mais il doit au contraire se référer au peuple congolais. Et donc, lorsqu'on ne, on ne se réfère pas au peuple congolais, je suis désolé, mais alors à ce moment-là, ça devient une dictature. Et ici, moi, je n'ai pas souvenir que le Parlement ait été consulté. Mais j'ai simplement observé qu'il y avait des nominations souvent qui ne reflétaient pas du tout l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais si vous regardez bien tous les candidats qui ont été proposés à des postes régaliens ces dernières années, mais quelque part, vous trouverez dans leur cursus un passage au Rwanda, un passage à Kampala, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que nous avons un personnel politique qui est totalement infiltré et qui est totalement inféodé à nos agresseurs. Alors, à partir de là, on peut aussi soupçonner celui qui campe le rôle de chef de l'État d'être complice. Parce que ce n'est pas possible d'être chef de l'État d'un pays et clamer qu'on est contre Kagame le jour, mais se retrouver dans des accords ou dans des arrangements ou dans des silences complices qui permettent à Kagame toujours d'avoir un dernier mot. Donc, moi, je crois que depuis le début, nous assistons en fait à un festival de mensonges d'État et qui ruine absolument tous les espoirs que nous pouvions avoir quelques années lorsqu'on a eu les élections. Oui, Madame Justine Poyou Kassavougou, lorsque je vous suis depuis le début de cette émission, vous avez tendance à ne pas affirmer le statut du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous semblez toujours dire celui qui semble incarner le rôle du chef de l'État. Et au début, vous avez même parlé d'un deal. Qu'est-ce qu'on peut assumer à ce niveau-là? C'est quoi concrètement? Parce que vous avez aussi été porte-parole de l'UDPS, ça veut dire que vous avez un certain nombre d'informations là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais vous savez, ce n'est pas moi qui crée le contexte actuel, ce n'est pas moi qui ai fabriqué le deal qui a permis à Joseph Kabila de concéder le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais moi je constate que la C'est passation pas, de alors là, pouvoir. vous êtes en train de confirmer, madame, pardonnez-moi de vous couper comme ça, vous êtes en train de nous confirmer que ça n'a pas été une élection démocratique, transparente, c'est ça? Mais non, mais tout le monde se rappelle quand même le refrain. En 2019, c'était que Fayoulou avait gagné les élections. Je pense que ça doit quand même vous dire quelque chose. Tout le monde avait concédé que M. Martin Fayoulou avait gagné les élections. Mais qu'est-ce qui a fait que M. Martin Fayoulou n'a pas pu exercer l'impérium? Mais c'est parce qu'il y a eu des arrangements
entre Kigali et Kinshasa, entre Kagame et Kabila, entre Kabila et Tshisekedi. Alors vous n'allez pas me dire que c'était des élections classiques. Non, loin de là. Ce qui a justifié aussi que 5 ans après, nous ayons eu ce cafouillage absolument innommable d'élections qui se réalisaient au domicile privé des uns et des autres, où des machines à voter traînaient dans les rues. Donc, c'était vraiment apocalyptique il y a 3 ans. Et donc, moi, j'aimerais plutôt vous dire que oui, il n'y a pas eu vraiment d'élection. Parce que, vous savez, la souveraineté, en réalité, c'est sacré. On ne devrait pas jouer avec la nation. Mais lorsque finalement l'accession au pouvoir se fait par des moyens d'arrangement, mais il ne faut pas s'attendre qu'on ait une application stricte de la politique et encore moins un entendement consensuel des arguments politiques. On a plutôt l'impression qu'il s'agit finalement d'affaires privées, mais qu'on applique au plus grand nombre. Alors, à partir de là, chercher maintenant à résoudre les questions régaliennes d'un pays avec des raisons d'État, ça devient quand même assez compliqué. Est-ce que nous parlons de la même chose lorsqu'on dit souveraineté nationale? Est-ce que nous parlons de la même chose lorsque on revendique plus de liberté, moins d'emprisonnement et puis le paiement des fonctionnaires? Est-ce que tout ça, tout le monde le comprend de la même manière? Si oui, alors on n'aurait pas dû assister à l'hécatombe que nous constatons aujourd'hui où les médecins font grève. Vous voyez, un pays appauvri, mais des médecins qui font grève, où l'enseignement n'est pas du tout assuré, où les écoles parfois sont fermées et où les éducateurs n'ont pas les outils didactiques pour leur métier. Donc, en fait, nous sommes dans un pays en faillite absolument totale. Alors, dites-moi de quelle démocratie on parle à ce moment-là. De quelle démocratie on parle, Madame Justine Mpoyo Kassavoubou? Est-ce que vous êtes en train là de nous dire de manière claire ce qui justifierait évidemment la complaisance, j'allais dire, de l'actuel président de la République, la RDC, Félix Tshisekedi, sur les positions du Rwanda, c'est-à-dire il est beaucoup plus enclin à pencher vers les intérêts du Rwanda que de la RDC. C'est ça. Mais écoutez, de toute manière, en 2018, lorsqu'il a pris le pouvoir que Kabila lui présentait, eh bien, le premier invité à Kinshasa, c'était quand même Kagame. Et je vous ferai même observer que M. Kagame, au stade des Martyrs, est arrivé le jour où on commémorait, on était censé commémorer l'anniversaire de la mort du premier président de la République. Et c'est passé vraiment sous silence parce que Kagame était plus qu'un empereur. Et il fallait le respecter au-delà de toute mesure parce que c'était lui le Dieu à ce moment-là. Et donc, qui a fait venir Kagame? Ce n'est pas le peuple congolais, mais on a dit au peuple congolais qu'il fallait adouber Kagame, qu'il fallait l'acclamer, qu'il fallait l'apprécier, etc. Alors, cet investissement-là, cet engagement-là, mais c'est poursuivi les années d'après, mais évidemment aux dépens du peuple congolais qui pleure aujourd'hui, aux dépens du peuple congolais qui regrette aujourd'hui. Mais tout ce qu'il y a eu comme arrangement, comme négociation avec Kagame, tous ces balais diplomatiques qu'il y a eu entre Kigali, Kampala, Luanda, l'Afrique du Sud, etc., mais c'était toujours pour gagner du temps aussi, parce que l'autre volet de la question, c'est quoi? C'est que Kagame, qui avait les garanties que son opération d'occupation et d'invasion devait absolument réussir, eh bien, devait aussi compter avec le temps. Et en comptant avec le temps, il fallait pour ça que tous les nationalistes disparaissent, ou en tous les cas qu'ils soient rendus incompétents ou impotents. Et c'est tout ça aussi qui continue en sourdine. Donc il faut, je suis désolée de le dire, mais nous vivons un génocide silencieux. Les intellectuels meurent tout doucement. Ils n'ont même pas le temps d'exercer leurs compétences. On ne les appelle pas. Mais face à la compétence, on oppose l'incompétence. Face à l'intelligence, on oppose la médiocrité. Vous voyez? Donc, le taux de médiocrité est hautement élevé, tandis que le taux de souveraineté et de nationalisme est vraiment péniblement bas, pour ne pas dire nul.
Madame Justine Ampoyo Kassavougou, j'ai cru entendre aussi le président Félix Tshisekedi affirmer qu'il ne pouvait pas avoir une élection présidentielle en l'état, c'est-à-dire avec la crise que connaît la RDC, la crise sécuritaire, je dis bien, à l'est de la RDC, mais dans le même temps, on peut organiser un référendum. Et ma question, c'était de savoir, au sujet évidemment de la pertinence de ce référendum, quelle est la position du gouvernement congolais, bah, notamment dans le contexte d'une crise sécuritaire qui pourrait faire qu'une bonne partie de la population n'aura pas la possibilité de s'exprimer sur ce référendum. Je fais allusion ici au Sud Kivu, qui est aujourd'hui en proie de violence. Que pense le gouvernement congolais qu'il peut organiser le référendum sans cette partie du pays, c'est ça? Mais vous savez, les dernières élections, pour autant qu'on ait parlé d'élections, il y avait déjà cette partie de l'Est qui n'avait pas voté. Mais on a quand même avalisé toute la tricherie qui a eu lieu et on nous a embarqués dans un nouveau mandat qui a cours jusqu'aujourd'hui. Bon, alors, moi je vous dis, cette politique qui vient de Kigali, de dépeuplement de la Congolité pour un repeuplement, eh bien, vise aussi à neutraliser l'Est de la République. Mais je vous dis qu'il y a une résistance congolaise qui s'exerce et qui se manifeste et qui fait que la population congolaise n'est pas pour cette scission de notre pays, pour cette division de notre pays, pour ce déchirement intérieur. Et donc, il y a une résistance naturelle qui est en cours et qui est là et que nous encourageons parce que le Congo a la vocation d'être un pays un et indivisible. Et je crois que c'est ça la garantie que ce pays, ce grand pays, avec toutes ses richesses, puisse être un élément stabilisateur en Afrique au lieu d'être un élément déstabilisateur. Et tous ceux qui comprennent bien les enjeux et qui savent bien que le pouvoir, finalement, c'est simplement des mandats qu'on exerce, mais qu'on n'exerce pas toute sa vie, devraient au contraire miser sur la pérennité de la stabilité de l'Afrique à travers l'expérience congolaise plutôt que l'inverse. Alors, moi, je vous dis, le peuple, le gouvernement congolais, vous posez la question, mais est-ce que nous avons un gouvernement congolais ou bien nous avons un gouvernement rempli d'étrangers? Et là, ce n'est pas péjoratif ni racisme de ma part, c'est tout simplement une réalité, parce que dans cette politique d'occupation, il fallait aussi que les fonctions régaliennes ne soient pas occupées par des Congolais patriotes, mais que ça soit occupé par des individus flottants. Et quand je dis flottants, mais ça veut dire des individus qui ont un pied dedans, un pied dehors, ou un pied dedans, deux bras dehors, un pied dehors. Et donc, ça vous donne des individus qui n'ont pas du tout vocation à une loyauté républicaine par rapport à la RDC, par rapport à la constitution de la RDC, même si cette constitution a quelques défauts, mais ce sont plutôt des individus qui obéissent à des logiques qui viennent d'ailleurs, des logiques extérieures. Euh, je ne sais pas, je ne voudrais pas stigmatiser ici avec des noms, mais je pense quand même qu'un examen attentif nous permet de constater que nous avons des ministres à certains postes alors qu'ils ne devraient pas y être. Dites-moi, comment est-ce qu'on définit le patriotisme congolais aujourd'hui? Comment est-ce qu'on définit la nationalité congolaise aujourd'hui? Moi, je suis congolaise, par exemple, et je n'ai pas d'autre nationalité. Je suis en exil pour le moment, mais j'observe qu'il y a des fonctions régaliennes occupées par des gens qui ne sont pas congolais du tout. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut résoudre les questions du Congo lorsqu'on a des citoyens au gouvernement qui n'obéissent pas à l'amour simplement du Congo? Je ne parle même pas des lois, mais à Oui, l'amour pardon, du pardon, Congo. madame, vous parlez des gens qui ne sont pas congolais, mais peut-être qu'ils ont acquis la nationalité congolaise, non? Non, je ne parle pas de ceux qui ont acquis la nationalité congolaise, parce qu'alors on pourrait inverser aussi la question. Non, moi je parle des gens qui ont trois nationalités. Vous savez, le problème de la binationalité aujourd'hui, le langage est déjà dépassé. Il faudrait parler de la trinationalité, de la quadrinationalité, parce que regardez à l'inverse, certains individus au Congo ont deux ou trois nationalités, mais lorsqu'ils reviennent en Occident, ils ont une nationalité. Mais la bi, tri ou quadrinationalité, eh bien, ils jouent avec ça comme on joue aux échecs ou comme on joue au jeu de dames.
Et on ne peut pas gérer un pays avec des individus qui n'ont aucune loyauté par rapport à la terre congolaise. Vous comprenez? Et ce n'est pas faire du racisme ni de la xénophobie. Non, ce n'est pas ça. Mais je crois aussi que la Constitution, puisque c'est quand même l'élément central de l'intégrité territoriale d'un pays, c'est d'abord sauver la terre, c'est d'abord préserver la terre de nos ancêtres. Et cette terre de nos ancêtres ne demande pas qu'on puisse balloter ceux qui sont déjà morts, parce que finalement, les Congolais savent comment préserver leur terre, mais les étrangers viennent en prédateurs et ils font n'importe quoi. Et ils obligent même, avec la corruption, les Congolais à vendre leurs terres. Regardez aujourd'hui à quoi ressemblent les titres de propriété des Congolais. Nous sommes loin de cette exclusivité nationale. Nous sommes très très loin. Et donc aujourd'hui, l'implosion que nous craignons sur la République démocratique du Congo, eh bien nous devons la craindre aussi par rapport aux attributs sociologiques, anthropologiques hein, de notre pays et administratifs aussi. Madame Justine Mpoyo Kassavou, nous sommes face à la fin de cette émission. Mais dites-moi, quelle pourrait être la bonne issue de sortie de crise actuelle? Je parle bien de la crise née de ce projet hein, de loi sur le référendum. Quelle pourrait être la meilleure issue selon vous? Oui, mais d'abord la sagesse. Parce que moi, j'observe que il n'y a pas de sagesse dans tout ce qui se passe. Et ce n'est pas parce que on est président de la République, vous me disiez tout à l'heure, je prononce avec un peu d'hésitation. Non, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. C'est ça le réalisme politique. C'est-à-dire que quand on est chef de l'État, mais on ne se comporte pas comme un chef de l'État parce qu'on exclut certains citoyens et on en prend d'autres, eh bien, ce n'est pas jouer le rôle d'un chef de l'État. Et donc, moi, j'estime que aujourd'hui, il faut beaucoup de sagesse, mais il faut aussi beaucoup d'ouverture. Parce que moi, ces derniers temps, je prône quoi? Je prône une ouverture. Pourquoi? Il faut que les Congolais se retrouvent. Parce qu'on ne peut pas résoudre les questions du Congo depuis ces 25 dernières années sans ceux qui ont joué un rôle régalien. Et alors, dans ce jeu-là, dans cet exercice-là, je ne vais pas regarder directement qui a la double ou la triple nationalité. Je vais d'abord regarder ceux qui ont joué un rôle qui a été toléré par le peuple congolais. Si vous avez été Premier ministre, que vous ayez une nationalité congolaise ou autre, mais vous avez été Premier ministre de la RDC, le peuple congolais vous a laissé exercer cette fonction. Vous venez autour de la table, on discute. Vous avez été gouverneur d'une province, eh bien, vous venez autour de la table, on discute. Parce que, écoutez, moi, je me comporte comme une mère de famille en cette circonstance, en cet enjeu. Pourquoi? Parce qu'une mère de famille, elle détient les clés de la maison. Et moi, j'observe que l'étui de clés que j'ai, eh bien, il y a des clés qui manquent. Et ces clés-là, eh bien, il se peut que ceux qui ont exercé des fonctions régaliennes ces dernières années aient quitté la maison en emportant les clés, aient quitté la maison en emportant quelques meubles. Et alors, comment est-ce qu'on peut résoudre la question du Congo s'il manque des clés alors que les portes sont les mêmes? S'il manque des pièces alors que l'espace est le même? Donc moi, j'appelle tous ceux qui ont joué un rôle de venir, qu'ils ramènent les clés de la maison. Et alors, une fois qu'ils vont ramener les clés de la maison, eh bien, nous, on verra maintenant si on garde les serrures ou si on change les serrures. Si on garde qui et si on chasse qui. Parce qu'il y a évidemment des gens qui ne seront pas qualifiés pour continuer. Mais dans un premier temps, je crois que tout le monde est appelé autour de la table pour dialoguer et dire ce qui va, ce qui ne va pas. Parce qu'il peut y avoir aussi des bonnes raisons pour lesquelles on a pris les clés. Parce qu'il y avait peut-être un prédateur qu'on ne soupçonnait pas et qui était peut-être congolais celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je crois qu'il faut être réaliste, il faut être juste et il faut être l'église au milieu du village. Et donc, moi, je dis, il faut que les Congolais se retrouvent autour de la table, y compris ceux qui ont joué des rôles prédominants dans notre pays. Et alors, à ce moment-là, nous pourrons redéfinir une nouvelle fierté. Et je pense qu'il y en a qui ont quand même encore un peu de bonne conscience pour reconnaître le mal qui a été commis pour prendre des engagements qu'ils ne recommenceront plus. On n'a pas besoin d'autre chose que de cela, Monsieur Perrin.
Madame Justine Mpoyo Kassavou, je vous laisse donc le temps de conclure, mais sur cette question, et votre réponse sera donc, va acter la fin de cette émission. Euh, Quel est réellement le mal de la RDC? Quel est le mal de la République démocratique du Congo et comment le guérir? Ah, mais vous savez, je crois qu'il faudrait plus d'un médecin pour guérir le malade que le Congo, On croyez-moi. commence, on Bon, commence par un médecin d'abord. oh, il ne pourra pas parce que le Congo est dans un état comateux et je crois que, vous savez, dans un bloc opératoire, un malade qui est comateux, eh bien, le chirurgien a besoin de quelques assistants quand même pour arriver à ses fins. Et donc, moi, je dirais que qu'est-ce qui est le mal au Congo aujourd'hui? C'est d'abord l'homme congolais. Je crois que la mentalité congolaise est une mentalité qui doit totalement être redéfinie, qui doit totalement être, oui, refondée parce que les Congolais n'ont pas l'amour de leur pays. Je suis désolée de le dire, mais nous le constatons parce que on ne peut pas expliquer la déliquescence de ce grand pays, de ce beau pays que nous ont légué nos parents dans cet état si le Congolais était conscient. Mais je pense aussi que la corruption, c'est vraiment la gangrène qu'il faut absolument éradiquer, en tout cas combattre de toutes nos forces parce que la corruption a commis beaucoup de dégâts, la trahison aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure au début de notre entretien, oui, est-ce que le Congo risque d'être vendu, etc. Et beaucoup ont considéré le Congo comme un mouchoir de poche, c'est-à-dire vous vous mouchez, vous le jetez si c'est un Kleenex. Éventuellement, vous lavez le mouchoir si c'est en tissu. Mais vous savez, un tissu qui est très souillé, il ne redevient jamais propre à 100%. Et donc, moi, je dis que ce qu'il faut, c'est d'abord changer la mentalité, combattre la corruption et surtout l'amour de l'histoire de notre pays. Regardez, le Congo est un des seuls pays où l'histoire n'est pas mise à l'honneur, où on néglige les héros de l'histoire, où on les insulte même. Et regardez, la qualité des hommes congolais aujourd'hui, moi je ne vous fais pas dire, l'éthique manque dans ce pays. On insulte à tort et à travers, on disqualifie ceux qui ont la compétence et puis on honore les voyous. Parce que, je suis désolée de le dire, nous avons beaucoup de citoyens congolais qui devraient plutôt répondre devant la justice que gérer des institutions. Alors nous avons aussi à redéfinir notre citoyenneté. Parce que la fierté d'être congolais, ce n'est pas simplement dire que ah, nous avons un beau pays, nous avons beaucoup de richesses, mais qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Qu'est-ce que nous faisons de nos compétences? Et qu'est-ce que nous faisons aussi dans les relations bilatérales? Parce que là, il ne faut pas simplement souscrire aux dictats qui viennent de l'extérieur. Mais je crois que nous devons nous redéfinir nous-mêmes et surtout faire un examen de conscience. Je crois que tous ces exercices-là sont nécessaires et surtout avoir la foi aussi en l'avenir. Parce que moi, je n'aimerais pas conclure notre entretien avec un défaitisme qui n'a pas lieu d'être. Moi, j'ai encore la foi que le Congo peut se redresser et il se redressera. Parce qu'il y a encore des hommes et des femmes, je pense, qui peuvent relever le défi. En tous les cas, moi, j'estime que j'en fais partie. Et donc, nous devons absolument nous unir. Ça aussi, c'est très, très important. Et surtout, nous faire respecter. Parce que là, nous sommes vraiment loin du compte. Merci, Madame Justine Boyo Kassavoubou. Je rappelle que vous êtes la fille de Joseph Kassavoubou, premier président de la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi diplômé des sciences sociales de l'Université catholique de Louvain. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur R7, surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie, Monsieur Perrin. Je À très vous en prie. bientôt. Je vous en prie. Merci et à très bientôt.